Bonjour tout le monde. C'est la deuxième moitié de notre atelier sur les activités nautiques cet été, en juin 2021. La première moitié a été coupée par un problème informatique, mais nous voilà de retour, cette fois-ci sans participants. Donc, ça va être moi tout seul. Je vais reprendre avec l'explication de comment attacher votre veste de flottaison, puisque j'étais un petit peu distraite pendant l'autre moitié lorsque mon ordinateur commençait à faire des choses un petit peu bizarres. En tout cas, comment attacher une veste de flottaison, c'est très important. D'une part, j'aimerais juste rementionner que dans la culture nautique au Québec, il y a un petit peu une tradition de traîner une veste de flottaison avec soi dans l'embarcation, mais sans l'attacher. Alors que il y a des imprévus qui peuvent arriver, puis même si on est bon nageur, c'est vraiment important d'avoir le veste sur nous. Des choses peuvent arriver. Si on est à l'eau, des fois, ça arrive d'une façon un peu chaotique et on n'est pas en mesure de retrouver notre veste de flottaison. Puis, il y a vraiment la très grande majorité des accidents nautiques où il y a noyade, c'est parce que la personne ne portait pas de veste de flottaison. Alors, portez votre veste de flottaison, puis attachez-le correctement pour que ça tienne votre nez et votre bouche au-dessus de l'eau. C'est ça l'intérêt. Donc, on va voir une petite vidéo que je vais commenter en même temps. Donc, on attache toutes les attaches, toutes les fermetures éclairs qu'on trouve. Ensuite, on peut tester, voir si c'est bien attaché. Si ça remonte au-dessus de votre nez et votre bouche, c'est pas bon. Il faut retrouver toutes les sangles, les attacher aussi pour que, en tirant sur les épaules, ça ne remonte pas trop haut, pas plus haut que votre bouche et votre nez. Donc, voilà comment bien attacher une veste de flottaison. Alors, ensuite, vrai ou faux, il faut porter des vêtements en coton lorsqu'on pratique des activités nautiques. Je pose cette question parce qu'on aborde là le sujet de comment s'habiller pour les activités nautiques. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu, vrai ou faux. Est-ce qu'il faut absolument porter des vêtements en coton lorsqu'on pratique des activités nautiques? Puis, en fait, nos participants ont bien deviné, en général, on évite le coton. La raison étant que le coton devient froid quand c'est un peu humide ou très humide. Et aussi, c'est très long à sécher. Donc, on va à la place favoriser des matériaux synthétiques qui sèchent rapidement, comme l'acrylique ou que vous allez peut-être trouver chez vous, donc n'importe quel chandail ou short qui est plus pour la baignade, pour le sport. On peut regarder l'étiquette, voir si c'est écrit coton ou alors acrylique ou d'autres matériaux synthétiques. Il y a aussi des matériaux plus techniques comme le polypropylène. Encore, il y a aussi la laine qui reste chaude lorsque humide ou même la laine mérino qui est un peu plus technique et agréable à porter. Alors, voici une photo de moi habillée pour aller embarquer sur l'eau une journée où il ne fait pas trop froid. Alors, je suis en matériaux synthétiques uniquement, pas de coton. Pour me protéger du vent puis du soleil, pour le vent, déjà, j'ai apporté avec moi dans mon bras une coupe-vent. Juste n'importe quelle coupe-vent. En fait, dans mon cas, c'est un vieux manteau de pluie. Il existe aussi, bien sûr, des espèces de coupe-vent plus adaptées pour pagayer, mais on n'est pas obligé d'aller acheter tout de suite tout plein de matériaux. Sinon, j'ai un petit t-shirt en synthétique. J'aurais pu prendre à manches longues pour protéger mes bras du soleil un peu plus. J'ai un short du style maillot de bain, bas de maillot de bain pour les gars. J'ai un maillot de bain sous tout ça. Là, pour me protéger du soleil, j'ai aussi un chapeau avec une casquette, avec une palette, je veux dire. J'ai des lunettes de soleil bien attachées par une ficelle. Ensuite, j'ai des chaussures qui sont bien pour marcher un peu dans les roches, sur la berge.
et que ça ne me dérange pas trop s'ils sont mouillés. Et aussi bien attachés, parce que encore une fois, c'est pénible si on est à l'eau puis qu'on perd nos chaussures, ou alors si on trébuche parce qu'on essaie de porter notre embarcation, mais que nos chaussures ne sont pas bien attachées. On peut aussi, bien sûr, prendre des sandales tant qu'ils sont bien attachés. Après, on peut aussi, si l'eau est très froide, on peut louer des combinaisons isothermiques qu'on appelle aussi des wetsuits. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est possible sur place, là où on loue des embarcations. Mais peut-être si vous êtes débutant, c'est mieux d'y aller pendant l'été quand l'eau est chaude. Ou peut-être pas chaude comme dans le baignoire, mais assez agréable. Là, par exemple, déjà, là, on est autour de fin juin. C'est un bon moment de fin juin jusqu'en début septembre. En général, l'eau du fleuve puis l'eau des cours d'eau autour de Montréal à une belle température agréable, pas choquant ni rien. Alors, une question, faut-il savoir nager pour pratiquer les activités nautiques? Alors, nos participants ont deviné, oui, c'est mieux. En fait, je vais reculer. Je vais reculer. C'est ça. C'est mieux de savoir nager parce que on sait pas. C'est sûr, il y a certaines embarcations qui sont quand même très stables, mais vraiment, on ne sait pas si ou quand on va renverser. C'est une surprise à chaque fois. Avec certaines embarcations, ça arrive pas très souvent quand même. Je dirais en rabasca encadré, si vous pouvez toujours. Le mieux, en fait, c'est de demander à la compagnie ou l'organisme qui organise l'activité. Mais selon moi, pas tout le monde sait nager. Ils ont leur veste de flottaison. Un rabasca, c'est hyper rare que ça va chavirer. Mais en tout cas, encore une fois, ne vous fiez pas à moi. Demandez simplement à la compagnie ou l'organisme. Parce que des fois, même la planche à pagaie, lors des initiations, ça va dépendre de la compagnie s'ils vont accepter des gens qui savent nager ou pas. Mais dans tous les cas, il faut être à l'aise dans l'eau. Parce que, par exemple, en planche à pagaie, c'est sûr à 100% que vous allez vous retrouver à l'eau. Vous avez une veste de flottaison, vous êtes attaché par une laisse à votre planche, mais vous n'aurez pas pied probablement quand vous allez tomber dans l'eau. C'est ça l'idée. Donc, il faut être à l'aise avec ça, puis pouvoir se rediriger à votre planche, rembarquer là-dessus. Après, si vous êtes dans un kayak ou un canot, c'est vraiment souhaitable de savoir nager parce que si jamais quelque chose arrive, il va falloir que vous soyez capable de vous rendre jusqu'à la berge. C'est sûr, vous avez votre veste de flottaison, mais ce n'est pas tout le monde qui sait avancer dans l'eau, même s'ils ont une veste de flottaison. Donc, il faut au minimum, je dirais, pouvoir rejoindre la berge sans problème avec vos vestes de flottaison, mais sans avoir pied. D'autres conseils de sécurité, c'est bien sûr dans le choix du parcours, de choisir quelque chose qui est bien adapté à votre niveau d'énergie, votre niveau de compétence, le niveau de tout le monde dans le groupe, les conditions, le météo, le niveau d'eau, tout ça. Puis, sans doute que le site lui-même, les préposés qui travaillent au site, s'il y en a, vont pouvoir vous donner des conseils, où aller, qu'est-ce qui est raisonnable, c'est quoi une bonne distance et tout pour la journée. C'est aussi une super bonne idée de pagayer avec d'autres personnes. Comme ça, si quelque chose arrive où il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, ben, il y a d'autres personnes autour pour aider la personne à rejoindre son embarcation, chercher de l'aide, etc. En général, avec le plein air aussi, on dit que c'est toujours une bonne idée de dire à quelqu'un où on va, puis quand on prévoit revenir aussi. Et puis, finalement, c'est également une bonne idée de suivre un cours d'initiation si vous pouvez. C'est sûr, moi personnellement, dans ma vie, les activités de plein air que j'ai essayées, des fois j'ai suivi tout de suite un cours d'initiation, des fois pas.
Puis à chaque fois que je suis un cours d'initiation, je me dis, ah, je suis tellement contente que j'ai suivi un cours d'initiation parce que sinon, j'aurais pas su ci ou ça. Puis c'est tellement plus efficace tout de suite. Je suis vraiment dirigée vers les bonnes techniques et la bonne sécurité. Mais donc, c'est ça. Lorsque possible, c'est toujours une bonne idée. Alors, justement, avec Plein Air Interculturel, on va organiser des sorties d'initiation en collaboration avec d'autres organismes et compagnies. Donc, l'idée, c'est, je vous conseille vraiment fortement d'abonnez-vous à notre infolettre afin de recevoir toutes les invitations aux sorties. Puis ça, je vais rajouter dans un tableau que je vais inclure dans les ressources. Je suis en train de m'écrire une petite note pour que je n'oublie pas. Mais vous le retrouverez aussi via notre site web, pleinairainterculturel.com. Donc, on va lancer les invitations dans les cours des prochaines semaines. Ça va être pour des activités qui auront lieu en juillet, fin juillet, peut-être début août un petit peu. Il va y avoir des soirées d'initiation à la planche à pagaie à la salle. Donc, c'est pas très loin du métro de l'église ou en Grignon. En fait, il faudrait quand même prendre un bus après ces deux métros, ou vélo ou voiture. Et c'est vraiment pour débutants. Et puis ensuite, en collaboration avec Parc Canada, en fait, c'est eux qui organisent, puis nous, qu'on amène le monde, les participants, on va avoir un samedi d'initiation au canot. Puis ça va être plus convenable pour les familles aussi, s'il y a des familles qui sont intéressées. Sinon, en fait, Parc Canada va proposer ce genre d'initiation un peu tout l'été à différentes dates. Puis ça aussi, je vais juste me faire une note pour que je trouve le lien pour leurs initiations, que je mette aussi dans le tableau mise à jour. Voilà. Puis pareil, KSF à la Salveur et d'autres endroits organisent des initiations à la planche. Puis il va y avoir vraiment beaucoup d'autres options qu'on va voir sous peu. Alors, ensuite, transporter le matériel. Ça va dépendre un peu le matériel, mais en général, les embarcations sont un petit peu lourdes et encombrantes. Vous pouvez les prendre à deux. Dans le cas des kayaks, on voit les kayaks rouges en arrière-plan, quelqu'un à l'avant, quelqu'un à l'arrière. Souvent, il y a un moyen de le tenir correctement. Les canots aussi, on peut les porter à deux. Les planches, souvent, ça va être une personne. Il y a un endroit pour placer votre main. On va faire attention, peu importe l'embarcation, à notre dos. Donc, quand on soulève l'embarcation, de soulever avec nos genoux et non pas avec notre dos. Donc, vraiment fléchir les genoux. On va faire attention à ne pas se retourner brusquement sans vérifier qu'il n'y a personne autour parce que les embarcations sont quand même longues. Et on va essayer de protéger le matériel qui peut être un peu fragile. Donc, on va le poser doucement. On va faire attention au bout qui dépasse, comme on ne le voit pas, mais de l'autre côté de cette planche, il y a un aileron qui est délicat, qu'on ne veut pas briser. Et puis, on va aussi faire attention à l'environnement en mettant à l'eau aux endroits désignés, puis comme ça, on ne piétine pas toutes les plantes autour. Alors, embarquer et débarquer, ça, c'est le moment où l'embarcation peut être un peu moins stable. Donc, si vous faites ça doucement, vous prenez votre temps, ça vaut le coup pour éviter les renversements non prévus. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un qui embarque. Donc, il y a quelqu'un qui l'aide à l'arrière. Ça peut être devant aussi, ça c'est très bien. Puis, vous pouvez communiquer entre vous pour être sûr que la personne est prête pour vous. On peut aussi s'aider avec le quai ou la berge qui est à côté pour stabiliser. Et aussi avec notre pagaie, des fois, on peut le placer derrière notre corps et l'aider à stabiliser l'embarcation. L'autre point, c'est que
on garde notre poids, donc nos pieds et aussi nos fesses, vraiment au milieu, au centre de l'embarcation. Puis ça aide de ne pas chavirer non plus. Donc, on va juste regarder ça. Là, il a vraiment gardé ses pieds puis ses fesses placés bien, bien au centre de l'embarcation. Et de cette manière-là, il était assez stable. Puis pour débarquer, c'est la même affaire. Arrangez-vous pour faire ça doucement et comme ça va très bien se passer pour vous. Alors, parfait. Donc ici, on va passer à une prochaine diapo. Là, petit bonus, on va parler aujourd'hui aussi de pagayer avec la bonne technique. Donc ça, c'est un bon objectif pour pouvoir pagayer un peu plus longtemps et avec plus de finesse et plus confortablement. Quand on est débutant, souvent notre instinct, c'est vraiment beaucoup d'utiliser nos bras afin de tirer la pagaie dans l'eau et nous faire avancer. Et de cette façon-là, nos bras vont vraiment fatiguer très rapidement. Alors, si on peut utiliser notre poids, une bonne posture, la rotation des épaules, les grands muscles du torse, etc., on va vraiment pouvoir pagayer plus longtemps sans se fatiguer autant. Donc là, on a une débutante qui apprivoise la planche à pagaie pour la première fois, puis elle essaie de prendre la bonne posture. Donc là, elle a fléchi ses genoux, elle est fléchie au niveau de des hanches, et comme ça, elle va pouvoir vraiment utiliser son poids lorsqu'elle va placer la pagaie dans l'eau loin devant elle. Donc, elle est vraiment bien placée pour pagayer correctement. On va voir quelques exemples. Donc là, on va voir une vidéo où il y a deux groupes de pagayeuses qui s'amusent beaucoup avec la compagnie La Vague Sup au parc Belle-Rive. Puis, il y en a une que je suppose était la monitrice qui a une belle technique, qui utilise bien son tronc. Donc, on va voir, deviner lequel utilise le plus son tronc en analysant qui bouge un peu plus leur corps versus leurs bras. Donc là, ça va assez vite quand même, mais je vais le faire rouler un petit peu pour que vous essayez d'analyser. Est-ce qu'il y en a qui bougent un petit peu, qui fléchissent un peu plus au niveau des hanches, qui font peut-être un peu plus de rotation au niveau des épaules? Donc pour moi, en fait, c'est cette dernière personne, elle a les genoux plus fléchis et elle est plus fléchie au niveau des hanches. Donc on voit qu'elle arrive à utiliser son corps un peu plus. Et dans la deuxième vidéo, c'est la première personne, c'est peut-être la même, vraiment qui fléchit au niveau des hanches et qui utilise plus son poids pour pouvoir avancer la pagaie dans l'eau et pas seulement ses bras. Donc, là, on voit que vraiment, elle utilise tout son corps pour pagayer, pas seulement les bras. Donc, c'est un petit peu subtil et peut-être pas le plus facile à voir, mais en même temps, ça vous donne l'opportunité de voir des personnes avancer dans leur embarcation sur l'eau. Donc, ça donne une idée si vous avez jamais vu ça. Puis, on va voir aussi l'opportunité d'essayer par nous-mêmes et ça va peut-être devenir plus clair. Donc là, on a une photo d'une canoteuse qui garde vraiment une bonne posture dans le canot. Puis pour faire une des manœuvres, là, en fait, elle était en train de peut-être de tourner le canot, je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, elle a vraiment fait une rotation des épaules qu'on voit très bien. Puis elle regarde là où elle veut aller aussi. Mais elle est bien droite, c'est ça qui est important aussi. Donc, pour le kayak, on va regarder un moniteur de kayak qui essaie de montrer comment il utilise les grands muscles de son corps et non pas seulement juste ses bras. Puis, en fait, on peut remarquer qu'est-ce qu'il fait avec ses bras, qu'est-ce qu'il fait avec ses épaules, voir si on voit une rotation. Là, il regarde là où il veut aller. Puis, en fait, un élément qui est intéressant, c'est qu'il pousse avec le bras qui est en haut. Et c'est pas juste tirer avec le bras qui est en bas. Donc là,
on voit parce que le bras en haut devient presque droit. C'est encore un petit peu fléchi, mais c'est presque droit. Donc, quand on est débutant, on tire avec le bras qui est en bas, mais on oublie de pousser avec le bras qui est en haut. On pousse un peu comme s'il y avait quelqu'un devant nous on n'aimait pas trop et on voulait lui donner un coup de poing. Donc, c'est un peu violent comme exemple. Mais quand on pousse comme ça, on fait vraiment une rotation des épaules, puis on commence à utiliser les abdos et les muscles du torse et c'est beaucoup plus puissant. Donc, on va continuer à regarder ça. Je vais le rejouer encore une fois. Donc, lui, il fait une rotation des épaules et il pousse avec le bras qui est en haut en même temps que le bras qui est en bas qui tire un peu. Quelqu'un dans la version live a demandé est-ce qu'on doit pousser avec les pieds et en même temps les jambes à l'intérieur du kayak? Parce que d'habitude, les jambes sont posées sur ce qu'on appelle des cale-pieds, donc quelque part pour les reposer. Et on peut pousser, en fait. Et c'est vrai que si on veut avoir encore plus de puissance dans un kayak, on peut pousser avec la jambe opposée par rapport au bras qui pousse. Donc, mettons que je pousse avec ce bras-là. Donc, ça, c'est en fait pour moi, c'est mon bras droit. Je peux en même temps pousser à l'intérieur de mon kayak sur ma jambe gauche. Ensuite, je pousse en haut avec mon bras gauche, puis je peux en même temps pousser sur ma jambe droite pour me donner un appui pour vraiment faire ce mouvement-là. Puis là, ça devient encore plus puissant, mais c'est un petit peu mêlant aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas tout de suite. C'est sûr qu'à l'intérieur de certains kayaks de mer, il y a également des pédales qui permettent de manier une dérive qui est à l'arrière du kayak de mer et qui permettent de pouvoir diriger le kayak. Donc, c'est sûr que là, on va focuser plus sur diriger et non pas pousser juste pour avoir un appui. Donc, ça, c'est un peu différent. Alors, on va passer à un autre exemple. Donc là, on a des personnes qui pagaient pour nous montrer comment c'est beau et super les lagunes du parc Jean-Drapeau en kayak. Puis, je vais vous demander de regarder un peu les différentes personnes qui pagaient. Puis, est-ce qu'il y en a qui utilisent le bras d'en haut? Est-ce qu'il y en a qui font une rotation des épaules puis qui poussent avec le bras d'en haut? En fait, c'est sûr que la vidéo est conçue pour montrer à quel point c'est fun et relax au Parc Jean-Drapeau. Donc, ce n'était pas pour vous montrer la grande performance. Mais moi, je dirais les deux pagayeuses qui sont ensemble font un petit peu plus d'efforts avec leur bras qui est en haut et poussent un petit peu avec le bras en haut, alors que la première pagayeuse, elle, ses deux bras restent fléchis, puis on voit qu'elle est super relaxe, elle a beaucoup de plaisir, mais on voit qu'elle est peut-être plus en train de tirer avec le bras qui est en bas, donc c'est un petit peu moins efficace, un peu moins puissant. Donc c'est sûr qu'elle est là juste pour faire la vidéo, pour que ça a l'air sympa et en effet, ça a l'air super tentant. Mais je trouve que les deux autres font un petit peu mieux le mouvement quand même. Alors maintenant, à vous, on va essayer ensemble. Donc c'est un moment où je vais vous inviter à prendre le temps de pratiquer un peu par vous-même. On peut le faire si on retrouve chez nous un balai ou un autre objet qui ressemble à un pagaie, juste pour pratiquer un petit peu le mouvement. Donc, d'abord, assurez-vous que l'espace autour de vous est dégagé de tout objet. Donc, ça veut dire, parce que vous allez avoir besoin d'un peu de place, en fait. Donc, je ne veux pas que ce soit dangereux et que vous percutiez dans des objets autour de vous. Alors, déplacez quelques affaires. N'hésitez pas d'adapter ces activités à votre condition physique aussi et même de vous abstenir si ce n'est pas raisonnable pour vous au niveau médical. Alors, je vous laisse dégager un espace, trouver un balai, peut-être mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais poursuivre pour vous expliquer le premier exercice. Donc là, on va simuler le canot.
Donc là, j'ai choisi de le pratiquer sur une chaise. Vous pouvez faire ça ou sinon vous pouvez vous mettre à genoux. Donc, je tiens ma pagaie, entre guillemets, qui est en fait un balai, comme vous voyez. Avec les deux mains, j'ai une main au bout, ici. D'habitude, on le tient comme ça, avec une main au bout. D'habitude, il y a un endroit confortable pour poser notre main, alors qu'un balai, ce n'est pas vraiment le cas. Et l'autre main qui est plus proche de ma pale virtuelle, qui est en fait un balai. En fait, on voit que mes bras sont grosso modo à peu près à 90 degrés, comme fléchis, comme ça au niveau de la coude. Ensuite, je vais me pencher en avant avec mes hanches et je vais tirer bien loin de moi, loin devant, jusqu'au niveau de mon corps. Puis, je vais essayer de faire aussi une rotation vers le côté. Donc, on voit que je suis un peu face au côté à la fin du mouvement. Et à chaque fois, j'utilise tout mon corps pour manier la pagaie. Donc là, ça recommence. Donc, je fléchis mon corps au niveau des hanches et je fais une rotation vers le côté à chaque fois. Et je cherche loin devant moi. Et pas la peine d'aller plus loin, de laisser la pagaie dans l'eau plus loin que mon corps lorsqu'on fait. Là, on fait juste une simulation en fait de la propulsion. Donc, comment avancer dans l'eau. C'est sûr qu'après ça, il y a différentes techniques pour tourner et tout ça qu'on ne va pas tellement aborder ici. Donc, je vais vous laisser pratiquer ça. Et puis, vous allez pratiquer des deux bords, puis vous devriez le ressentir au niveau des abdos. Donc, ça devrait, même juste sans eau ni rien, juste en simulant le mouvement, vous devriez ressentir de l'exercice quand même au niveau des abdos. Donc, je vous laisse essayer ça et éventuellement, vous pouvez revenir en arrière ou mettre en pause l'enregistrement alors qu'on va avancer à la prochaine technique ensemble. Donc, la planche à pagaie, c'est assez similaire. On se met debout, on va fléchir les genoux et se fléchir au niveau des hanches. On va aller bien loin devant nous aussi et on va faire une rotation vers le côté, le même côté que le balai. Puis après, quand vous avez terminé, bien sûr, essayez l'autre côté. Donc, c'est vraiment, on simule comme si on mettait la pale dans l'eau bien devant nous en se fléchissant pour utiliser vraiment notre poids. Et encore une fois, on devrait le ressentir au niveau des abdos qui travaillent. Donc, c'est un peu comme un cours de pilates si tout va bien. Donc, ça aussi, je vais vous laisser essayer des deux bords. Puis, je vais vous laisser peut-être mettre la vidéo en pause ou le rejouer par vous-même. Alors que nous, on va poursuivre jusqu'à la prochaine, qui est le kayak. Donc, pour le kayak, ça va demander un peu plus d'imagination parce que normalement, comme on a dit, la pagaie a deux pales. Un à ce bout-là et un autre à ce bout-là, mais qui est invisible vu que c'est un balai. On va encore avoir les mains plus proches de chaque pale. Puis, on va être assis directement par terre, avec les pieds par terre aussi, les genoux un peu fléchis, les pieds un peu fléchis aussi. Donc, on va montrer ça. Donc, encore, on a vu que je tenais la pagaie à peu près, peut-être un petit peu moins que 90 degrés avec mes coudes fléchis. Ensuite, je vais chercher loin devant moi et je vais sortir la pagaie au niveau de moi. Je vais vraiment pousser avec le bras qui est en haut. Et je vais faire une petite rotation des épaules que vous pourrez peut-être exagérer même un peu plus que moi. Et c'est comme ça que je vais propulser, que moi je vais aller de l'avant en kayak. Ça aussi, on devrait le sentir au niveau de nos abdos. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce qu'on fait pour tourner quand on est dans une embarcation.
il y a différentes méthodes. On ne va pas le voir dans le détail ici, mais juste pour répondre à cette question pertinente. En fait, au lieu de pagayer le long de l'embarcation, donc juste à côté de l'embarcation, on va placer la pagaie dans l'eau loin devant nous, mais là, on va chercher loin à côté de nous, sur le côté, pour tracer une sorte d'arc en forme de C, puis on va continuer et poursuivre jusqu'à l'arrière de l'embarcation. Ça s'appelle un circulaire et ça va nous tourner dans la direction opposée de la pale. Donc, ça, c'est une explication assez rapide. Alors, on va poursuivre. Retour sur les activités. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous aurez l'opportunité de l'essayer dans la vraie vie également. Maintenant, on va aborder le sujet de où est-ce qu'on peut faire ces activités à Montréal. Tout d'abord, j'ai demandé aux participants de nommer les différents cours d'eau à Montréal, les rivières, les lacs, etc. Donc, je vous laisse réfléchir un peu à ça. Puis, je vais avancer, puis on va voir c'est quoi la réponse. Donc, il y a bien sûr le fleuve Saint-Laurent qui coule au sud de l'île de Montréal. Il y a un élargissement à ce niveau-là, donc ça c'est au niveau de l'ouest de l'île, sous l'ouest de l'île, qui s'appelle le lac Saint-Louis. Et pour contourner les rapides de la Chine qui sont situés ici dans l'étranglement, il y a le canal de la Chine qui est ici. On remarque qu'il y a également les îles de Boucherville. On va parler de ça un peu plus longuement tantôt. Puis, on retrouve la rivière des Prairies qui sépare l'île de Montréal avec l'île de Laval. Et au nord de Laval, il y a la rivière des Mille-Îles. Puis, les deux sont nourris, alimentés par le lac des Deux-Montagnes. J'ai demandé aussi aux participants de nous dire dans quelle direction va le courant. Et puis, la plupart avaient deviné que le courant va de l'ouest, donc de la gauche de votre écran, jusqu'à l'est, donc la droite de votre écran. Donc, ici, en amont du fleuve, il y a le fleuve, puis en amont de ça, il y a les grands lacs en Ontario, les chutes de Niagara et tout ça, qui apportent vraiment beaucoup d'eau. Ça s'en va vers l'est, pardon. Et puis, vers l'est, ça continue jusqu'à Trois-Rivières, Québec, Tadoussac, l'île d'Anticosti. Là, il y a le golfe du Saint-Laurent, Terre-Neuve, puis l'océan Atlantique. Donc, ça s'en va tout par là. Et pour alimenter le lac des Deux-Montagnes, on a la rivière des Outaouais qui vient d'Ottawa et de bien, bien plus loin que ça aussi. Alors, on va parler de quelques sites de pratique et de location et de cours et tout ça. Il y en a vraiment plein que vous allez voir résumés avec tous les détails, les sites web, les trajets, tout ça, dans un tableau qui va accompagner toutes ces informations-là que vous trouverez sur notre site web ou alors que vous trouverez qui accompagnerait cet enregistrement. Donc, d'abord, j'aimerais signaler le Parcours Gouin. C'est un organisme qui met en valeur la rue Gouin qui est au nord de Montréal, le long de la rivière des Prairies, qui opère certains sites nautiques. En fait, ça va être 3 sites nautiques différents cette année. Donc, il y a le site nautique Sophie Barra, qui est pas trop loin du métro Henri Bourassa. Puis, un peu plus vers l'ouest, il y a le parc Beau Séjour. Et ensuite, il y a un site également à Pierrefonds-Roxborough qui est nouveau cette année. À ces 3 sites-là, on peut trouver des locations de kayak, un peu comme on voit ici. Puis, il y a des excursions aussi. On peut même aller avec eux et leur aide logistique du parc Beau Séjour jusqu'au site Sophie Barra sans devoir revenir. Donc, ça, c'est vraiment fun comme balade. Puis, c'est souvent organisé en soirée aussi. Donc,
on voit le coucher de soleil, puis c'est vraiment excellent comme ambiance. Puis, on a aussi des cours d'initiation au kayak. Puis, il y a Pop Spirit, qui est une autre compagnie qui, en collaboration avec Parcours Gouin, va organiser des cours de sup yoga. Donc, ça, c'est yoga sur la planche à pagaie au site Sophie Bara. Donc là, on va voir le fameux site Sophie Bara qui est ici. Plus en amont, on retrouve Parc Beau Séjour. Donc, c'est ça, il y a un des parcours qui fait tout ça. Et puis, encore plus vers l'ouest, en amont, on a le marina de Pierrefonds, qui est maintenant un site nautique également. Ensuite, il y a le parc de la rivière des Mille-Îles qui est situé à Laval, qui est rejoignable en transport en commun depuis la station Montmorency plus un bus. Sinon, ça se fait très bien à vélo également. Il y a la location de diverses embarcations et il y a aussi des cours d'initiation et des excursions au kayak cette année. Je crois qu'on peut également mettre à l'eau notre propre embarcation. J'aborde un petit peu moins ce sujet durant cet atelier, mais en effet, il y a plusieurs de ces endroits où on peut également apporter notre embarcation. Il suffit juste de se renseigner si on peut, puis s'il y a un frais associé à ça ou non, pas toujours. C'est très chouette comme endroit parce qu'on voit régulièrement beaucoup de faune, beaucoup d'oiseaux, des bernaches, des canards, des tortues aussi quand il fait beau sur les rochers. Et c'est un organisme qui est très dynamique, tout comme le Parcours Gouin, en fait, qui offre beaucoup d'activités diverses. Ce parc est également connu pour offrir des initiations à la pêche, surtout avec les enfants. Alors, je vous montre ça. Donc, un de leurs sites se situe sur le boulevard Sainte-Rose à Laval. Puis cette année, j'ai remarqué qu'ils ont d'autres sites également à Laval sur la rivière des Mille-Îles. Donc, je vous laisse vous renseigner via leur site web. Un autre incontournable, c'est KSF. C'est une compagnie qui opère à La Salle, qui est rejoignable via le métro de l'Église ou en Grignon, plus un bus. Il y a l'allocation ou des cours d'initiation et ou des cours plus avancés dans plusieurs disciplines. On a la planche à pagaie, comme la photo de gauche. Et ça peut, pour les débutants, ça se pratique dans l'eau calme. Ils ont un bassin d'eau calme juste à côté de leur compagnie. Ici, il y a leur vestiaire et puis de l'autre côté de ce bâtiment, il y a toutes leurs embarcations et leur accueil. Puis, ils ont aussi l'opportunité, quand vous êtes un peu plus avancé, de pratiquer dans les rapides qui sont juste à côté. Donc là, il est possible de suivre des cours débutants de kayak d'eau vive, de rivière, et ensuite aller jouer dans les vagues. Et ils ont même le surf en rivière. Donc, ça, c'est un peu différent. Il n'y a pas de pagaie et c'est vraiment centré sur la rivière et les vagues. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit la largeur immense du fleuve. Donc là, la personne est à côté de la berge, côté Montréal. Puis ici, ce n'est pas l'autre berge, c'est vraiment juste une île qui est au milieu du fleuve. Puis là, au loin, on voit qu'il y a une autre berge. Ça, c'est la vraie berge du rive sud. Donc, c'est vraiment absolument immense. C'est comme un lac, mais avec des rapides. C'est vraiment un environnement qui vaut le coup de découvrir. Ça peut être, là, on est au niveau des rapides. Puis plus bas, plus loin, il y a vraiment des gros rapides très puissants que les gens font en raft. Mais après ça, c'est plus calme. Ça peut être exploré si vous êtes un petit peu plus expérimenté ou avec de l'encadrement. Donc là, KSF est situé au niveau des rapides de la Chine à La Salle, juste ici. Puis, ils ont aussi cette année de la planche à pagaie qu'ils font également au parc Jean-Drapeau, juste à côté de la plage.
Donc ça peut être le fun aussi. Puis, donc, au parc Jean-Drapeau, c'est là où on appelle ça le pavillon nautique à côté de la plage, soit des cours et locations de planches à pagaie avec KSF, soit avec EcoTours Montréal, location de canots, kayaks et pédalos. Puis, ils font des tours en kayak des lagunes. Les lagunes, c'est un peu comme des petits canots super charmants, très verts et tout. Pour y aller, on peut aller en métro jusqu'à la station Jean-Drapeau. Après, il faut se rendre à l'île Notre-Dame, l'autre partie du parc, soit avec une longue marche ou à vélo, un Bixi ou en bus. Ou bien sûr, le tout peut se faire en voiture aussi, mais c'est un peu plus compliqué en fait en voiture, je trouve. Après, autre site incontournable, c'est le canal de la Chine, qui est à peu près au centre-ville. Il y a avec la compagnie H2O, depuis nombreuses années, la location de kayaks, canots et d'autres embarcations, avec aussi des cours d'initiation et des balades en kayak. Donc, ils ont différentes sortes de kayaks, que ce soit des kayaks récréatifs, des kayaks de mer aussi. Puis, il y a aussi Parc Canada, un petit peu plus loin sur le canal, qui va donner, comme j'ai mentionné, des cours d'initiation au canot cet été. Puis, on peut y aller en métro. C'est une marche de peut-être 10-15 minutes depuis une station de métro, que ce soit Lionel-Groulx ou Charlevoix, ou bien sûr en métro, en vélo aussi. Donc là, on voit l'emplacement de H2O Aventure sur le canal de la Chine. Et on voit une autre photo de Parc Canada avec leur cours de canot. Ensuite, les îles de Boucherville qu'on a vues sur la carte, c'est pas à Montréal dans la ville proprement dit, mais c'est vraiment pas loin. Il y a un parc national de la CEPAC, donc un parc du Québec, à cet endroit-là. Et sur place, dans le parc, on peut louer des embarcations. On peut aussi camper. Puis, que ce soit pour aller au parc, l'accès au parc est payant, en fait, ou pour louer des embarcations ou camper, il faut vraiment réserver bien à l'avance. C'est très, très populaire, surtout avec COVID et les gens qui veulent faire des activités de proximité. Puis, pour se rendre, soit c'est possible en voiture, soit cette année, depuis Boucherville, donc le rive sud, on peut se rendre à Boucherville, que ce soit en vélo ou, je crois, en bus, à vérifier, mais normalement, oui. Et puis ensuite, on peut prendre une courte navette fluviale qui va fonctionner cet été, normalement. Donc, une navette fluviale, c'est un petit bateau qui peut prendre quelques passagers et leur vélo, s'il y en a. Et ça nous amène jusqu'au parc et de là, on peut explorer le parc, que ce soit à vélo, qui est très bien, ou sinon, on peut louer des embarcations. Et puis, donc là, on voit depuis Boucherville que c'est pas très loin pour se rendre au parc des îles de Boucherville. Et puis, dans les années précédentes, c'était possible aussi de prendre une navette fluviale depuis le parc Belle-Rive, qui partait de peut-être à peu près là et qui rentrait un peu là-dedans. Après, il fallait se déplacer une certaine distance pour aller au centre du parc, là où il y a la location. Mais je ne sais pas, je pense que c'est peut-être pas encore confirmé si la navette depuis Montréal va avoir lieu. Mais la navette depuis Boucherville avait l'air pas mal confirmée. Donc, c'est un des endroits proches pour camper et c'est vraiment très chouette. Donc, d'autres endroits, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les décrire dans le détail. Puis dans le tableau, il va y en avoir encore plus de possibilités à Montréal ou à proximité. Par exemple, il y a une autre compagnie, Espace Navi, qui fait des excursions de kayak et planches à pagaie à Verdun, l'île des Sœurs. Il y a un nouveau parc riverain qui ouvre ces jours-ci à la Chine. Là, on est fin juin. Qui va avoir des locations et cours de kayak, des locations aussi de canots, planches à pagaie, etc. Puis le tout est censé être très abordable. C'est au niveau du parc René Lévesque et l'ancien marina de la Chine, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
Il y a à Pointe-Claire des initiations, des sorties de planche à pagaie avec Pop Spirit. Il y a une nouvelle plage dans l'est de l'île, pour ceux qui connaissent, à Pointe-aux-Trembles, où l'organisme dynamique qui s'appelle Route de Champlain va louer des embarcations et donner des cours de kayak de mer et des excursions. On a déjà vu qu'il y a la vague au parc Belle-Rive, la vague qui fait du sup, planche à pagaie, yoga et mise en forme sur planche, et qui va aussi le faire à d'autres endroits comme à Boucherville. Ils ont d'autres succursales, donc n'hésitez pas de vous informer. Il y a des clubs de kayak également. Le club de kayak d'eau vive de Montréal, typiquement en hiver, va donner des cours en piscine chauffée, des piscines intérieures, des cours avec leurs petits kayaks de rivière qui rentrent dans la piscine. Et les kayaks sont disponibles sur place, donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre équipement. Et après, ils donnent des cours en eau vive dans la rivière Rouge, en fait, à 1h15 de Montréal au printemps. Il y a également un club de kayak de mer qui s'appelle Chinook Kayak. Ça, c'est peut-être plus pour les gens qui commencent à avoir leur embarcation et qui ont un peu d'expérience, mais ils organisent entre eux des sorties de kayak de mer à Montréal puis ailleurs. Puis, il y a aussi des clubs de canot camping que je n'ai même pas mentionné ici. Après, un bel endroit à découvrir que je n'ai pas encore découvert moi-même, c'est la rivière Saint-Jacques sur le rive sud. C'est à Brossard, au niveau du parc Radisson. Puis en théorie, c'est possible d'y aller en transport en commun, donc sans doute le métro Longueuil plus un bus. Il y a une petite boutique au Sup Shop qui loue en fin de semaine, du moins, des kayaks récréatifs et des planches à pagaie. Et c'est très beau pour si on veut y aller en vélo également. Finalement, il y en a beaucoup qui connaissent déjà le parc national d'Oka, qui est un peu plus loin, mais pas si loin que ça, qui loue plusieurs embarcations. Puis bien sûr, il y a plein d'autres activités à faire dans le parc et du camping, mais encore une fois, très, très populaire, comme d'ailleurs toutes les activités nautiques cet été. Donc, ensuite, j'ai demandé aux gens, après tout ça, toutes ces idées, recommandations et descriptions, s'il y avait une activité nautique qu'ils avaient prévu d'essayer en premier, puis s'il y avait un site qui les tentait en particulier. Donc, je vous pose la même question. Maintenant, après tout ça, quelle est l'activité nautique que vous allez pratiquer en premier et quel est le site que vous allez visiter? Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien vous amuser cet été et profiter des nombreuses opportunités. Il y a vraiment de plus en plus de sites qui sont développés pour toutes ces activités-là. Donc, je vais essayer de rassembler l'enregistrement des deux moitiés de cet atelier ainsi que le tableau avec tous les différents sites web, etc. Et notre infolettre. Et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des activités nautiques. Alors, merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas de nous visiter à pleinaire-interculturel.com, puis également à vous informer sur les services du merveilleux Carrie Saint-Laurent qui accueille des nouveaux arrivants et leur donne des services très importants.